Bonsoir à tous. Nous allons donc démarrer cette présentation. Donc, nous prenons cet exemple de la BD sur l'histoire du Var pour vous décrire comment se construit une bande dessinée historique. Si ça va bien fonctionner. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. Vous allez voir à quel point c'est un travail d'équipe. Comment vient l'idée d'un album et pourquoi on décide de le faire? Alors ça peut être soit à la demande d'un auteur qui se porte à cette demande, ou une entité comme une entreprise, une ville, une région. On fait des histoires de villes, des histoires de régions, des histoires de marques. Avec les éditions du Cygne, on a fait l'histoire du Champagne, l'histoire de Mercedes, des histoires comme ça. L'histoire du Var est dans une collection qui est sur l'histoire des départements français, qui a été initiée par la maison d'édition du Cygne. Et comme je vous le disais, c'est un travail d'équipe dans lequel il faut un historien, naturellement, puisque l'objectif de ces bandes dessinées, c'est d'être le plus rigoureux possible sur le plan de l'histoire. Ensuite, un scénariste. C'est souvent des gens différents, et parfois c'est la même personne. En l'occurrence, Gilbert Buty assure ces deux rôles, qui sont très différents, mais vous verrez pourquoi. Ensuite, un dessinateur, bien évidemment, puisque c'est une bande dessinée. Ensuite, il faut un coloriste, ou plusieurs coloristes, et je vous expliquerai pourquoi, quelquefois, on est obligé d'en prendre plusieurs. Alors, pour cet album sur l'histoire du Var, l'équipe qui a réalisé ceci, donc Gilbert Buty et moi-même, c'est une équipe d'expérience puisque nous avons ensemble réalisé déjà l'histoire de Saint-Tropez, l'histoire de Marseille en 2 tomes, et ensuite, avec Gilbert comme directeur de collection, historien directeur de collection, et moi-même qui ai assuré le scénario, puisque j'ai les 2 casquettes, je dessine mais je fais aussi du scénario, on a réalisé une histoire de la Provence. Donc 4 tomes ont été sortis jusqu'à présent. Alors l'organisation de ce genre d'aventure, c'est quelque chose de long et de rigoureux. Un album, c'est à peu près 1 an de travail, mais l'expérience montre qu'en général, on dispose de moins de temps parce qu'on est soumis à un certain nombre de pressions, d'événements commerciaux, etc., pour faire le travail plus vite. Et je vous expliquerai que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc la démarche, l'historien écrit un texte au fil des mots, qui est chapitré ou pas, et qui sert de trame au récit. Et ensuite, il le transmet au dessinateur, au scénariste. Une erreur, c'est... Ça, c'est parce que Gilbert a les 2 casquettes, c'est pour ça que l'historien et le scénariste... Alors l'historien qui fait ici office de scénariste aussi adapte ensuite ce texte aux critères de la bande dessinée en introduisant en concertation avec le dessinateur un fil rouge, qui est une intrigue, avec des personnages qu'on va appeler des passeurs de mémoire, pour donner de la vie à l'album de telle manière à ce que ce ne soit pas simplement un déroulé didactique qui serait quand même moins vivant. Oui. Simplement, pour le découpage de l'album, pour l'histoire, il a été nécessaire de tenir compte des grandes tranches historiques, de la préhistoire à nos jours. Les grandes tranches canoniques, comme on dit parfois en histoire, dont l'Antiquité, la préhistoire et l'Antiquité, puis ensuite l'histoire au Moyen-Âge, médiévale, puis ensuite l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. En tenant compte également de l'épaisseur de ces tranches-là, pour faire en sorte que dans l'album, il puisse y avoir un certain équilibre. Donc équilibre dans le temps, et aussi on a essayé de tenir compte bien sûr de l'espace. L'espace qui a été modifié pour le Var, on va y revenir. Mais donc là il s'agit aussi de trouver une trame, trouver l'intrigue. Intrigue, donc une histoire, et faire en sorte que cette histoire-là puisse être aussi assez peu anachronique que ce soit possible. De tenir compte des personnages qui vont être introduits et tenir compte aussi des lieux qui vont être visités. Donc tout ceci nous a amené à choisir comme personnage fictif un colporteur. Donc un colporteur qui serait le grand-père ou l'arrière-grand-père d'un journaliste.
et le journaliste, avec sa petite fille, ce sont les deux, déjà sur le temps contemporain, les deux personnages qui vont être le fil rouge du début de l'album à la fin. Ce sont eux qui vont commencer, et c'est en interrogeant donc le grand-père que la jeune fille qui veut devenir journaliste va essayer de savoir un petit peu quelle est l'histoire de cet espace, de ce département. Donc pour circuler, pour sillonner dans ce territoire, nous avons opté pour un colporteur. Alors Jean-Marie est associé à un chien, ce qui n'est pas du tout anachronique. Donc le colporteur qui va aller de la partie nord du département jusqu'au rivage méditerranéen, donc du Verdon à la Méditerranée. Et donc c'est ce personnage-là qui va croiser en chemin d'autres personnes qui sont aussi des érudits, des porteurs de mémoire. C'est une épicière, une libraire, un paysan, un architecte, un religieux, donc des personnages qui vont pouvoir transmettre aussi au colporteur, au fur et à mesure de son déroulé dans l'espace du territoire varois, les éléments importants, connus ou pas, qui ont marqué l'histoire et la mémoire de ce territoire. Alors on a aussi ajouté notre personnage qui est aussi emblématique, c'est donc le tueur, Pierre le tueur, qui va être croisé dans une étape, dans une escale, à Belgency exactement, et donc Pierre le tueur, qui est à la fois un dessinateur, un journaliste, est interrogé par le colporteur, et c'est donc l'occasion, là aussi, de rassembler des éléments. Donc, on a un petit peu ce fil conducteur, un personnage dans le temps présent, le grand-père et la petite fille, et le colporteur, donc, qui va le permettre de circuler dans le temps, circuler donc en allant aussi du Verdon à la Méditerranée, en passant donc de la préhistoire à l'époque contemporaine. Et bien sûr, cela nécessité ceci de tenir compte de l'espace. L'histoire, c'est le temps, la géographie, c'est l'espace. Alors l'espace a été modifié. Nous sommes dans un département, vous le savez très bien, le Var, qui a le nom d'un fleuve qui ne passe plus dans le département. Le Var faisait la limite avec le comté de Nice, et depuis le milieu du XIXe siècle, il y a eu une modification de frontières à l'époque de Napoléon III, donc modification de frontières sur la partie ici orientale. Donc une partie a été détachée du comté de Nice et a été rattachée au département du Var. Il y a eu aussi quelques petites modifications qui passent parfois inaperçues sur la partie occidentale. Rectification également du territoire qui paraît ici un petit peu très rectiligne, qu'il était et qui ne l'est plus après le redécoupage qui a été fait avec le département à partir de 1860. Donc on a cette entité, donc on a essayé de tenir compte de ce changement de territoire, de ce changement d'espace, pour éviter là aussi le péché mortel pour les historiens, c'est-à-dire l'anachronisme, pour reprendre la formule de Marc Bloch. Et donc on a ici ce territoire, en se souvenant que la préfecture a longtemps été Draguignan, puis ensuite est passée à Toulon, et donc là aussi de montrer quelques points importants pour circuler depuis le Verdon à la Méditerranée. Donc la problématique, je l'ai effleurée précédemment, est de découper le temps. Bien sûr, ça demande quelqu'un acrobatie, découper dans le temps, ces siècles, faisant en sorte que les périodes soient toutes représentées, avec aussi une épaisseur assez proche de celle qu'elles ont eue dans la réalité. Et donc ça a permis là, peu à peu d'essayer d'adapter le nombre de planches à ceux qui nous étaient commandés. Donc initialement, c'était autour de 54-55 planches. Il y a eu quelques modifications, on y reviendra, ce qui a nécessité de compresser, pour ne pas dire plus, une partie du volume. Donc le scénario est ainsi donc découpé, après le synopsis qu'on a mis en place, après l'intrigue qu'on a choisie, les personnages de passeurs de mémoire qu'on a choisis, l'un et l'autre, en faisant bien sûr des discussions pour essayer de trouver ce qui pouvait coller le mieux au récit. Et on a donc ensuite présenté donc, le scénario au dessinateur. Donc on a ici, par exemple, un découpage selon une grille. Donc une grille qui est mise au point par Jean-Marie, une grille avec donc, les planches découpées en cases, 1, 2, 3, ça peut aller jusqu'à 4 ou 6, ou 7 parfois. Ensuite le texte off, c'est-à-dire ce qui ne doit pas apparaître dans les bulles, mais qui apparaît parfois comme indication pour situer l'intrigue. Et ensuite, ce qui est souhaité par le scénariste
comme illustration. Donc l'illustration, là, c'est le dessin qui est au service du texte. Mais quand je dis le dessin au service du texte, ça ne veut pas dire que le dessinateur est inféodé au scénariste. Il y a d'aller-retour sans cesse donc, pour construire ce tableau, un tableau, et ensuite dialogue. Dialogue en essayant de faire en sorte que ça puisse être le plus léger possible, le plus réduit possible, mais qui puisse donner aussi des informations, des éléments factuels. Alors avec parfois l'interrogation, est-ce qu'il faut être très précis? Est-ce qu'on doit apporter un vocabulaire très recherché ou pas? On s'adresse à un public que l'on veut large, donc on a essayé de faire en sorte de ne pas tomber dans un vocabulaire trop je vais dire, scientifique, je vais presque dire académique, mais d'essayer d'introduire quelques éléments. Je me souviens notamment au terme de Darse, à propos de Toulon. Le mot Darse, est-ce qu'on va l'employer ou pas? C'est un mot qui peut paraître un peu étrange pour de jeunes gens. Mais oui, c'est l'occasion de l'utiliser et finalement de faire reconnaître des termes techniques ou des termes de sociologie, les gens de peu, pour indiquer les gens qui sont de conditions modestes. Donc on a là aussi travaillé les textes et faire en sorte, si possible, qu'ils soient le plus réduits, le plus condensés, mais qui restent, bien sûr, de grandes capacités de compréhension. Alors à partir de cette grille, ensuite, donc Jean-Marie va proposer une organisation. Alors je vais dire deux mots. Quand le dessinateur reçoit ce tableau qui arrive du scénariste, alors il se pose un certain nombre de questions parce que vous voyez qu'il y a des informations qui sont très différentes selon qu'elles sont délivrées par du texte ou par le dessin. En fait, le scénariste, lui, il imagine des choses, mais il n'est pas dessinateur. Et quand le dessinateur reçoit ce classement d'informations, son souci, c'est de rechercher par tous les moyens possibles d'éliminer le plus de texte possible pour laisser le plus de place possible au dessin. Voilà. Donc ça c'est un travail qui permet d'alléger les planches, parce que quand on travaille avec des historiens, là j'ai de la chance parce que Gilbert est scénariste, mais je travaille sur d'autres projets, sur d'autres albums, avec des historiens qui ne sont pas du tout scénaristes. Et quand moi je suis scénariste et que je dois travailler avec des dessinateurs et que j'ai des historiens derrière moi, ça pose souvent des difficultés importantes parce que les historiens veulent toujours dire beaucoup de choses, le plus possible, ce qui est juste antinomique avec le principe de la bande dessinée. Simplement, une remarque au passage, c'est ce qui rend compte largement de la panne de la collection de Histoire de la Provence. Vous avez vu donc, plusieurs volumes, mais disons... période médiévale, qui sont la période d'une grande richesse, mais le scénariste a voulu tellement mettre d'informations que ça devient quasiment illisible, d'où une chute vertigineuse de la diffusion, et dont l'éditeur s'est montré particulièrement réticent à poursuivre la programmation, alors que l'équipe était déjà constituée. Voilà, donc un exemple qui est flagrant, vous regardez cette première planche, cette première case. Dans le texte off, Gilbert m'écrit « Par une matinée ensoleillée de début novembre, avec un très léger Mistral ». Là, je réagis tout de suite en me disant « Par une matinée ensoleillée de début novembre », ensoleillé, il suffit simplement de dessiner et de mettre la couleur et la lumière pour qu'on voit qu'il y a du soleil, on n'a pas besoin de le dire. Ensuite, avec un très léger Mistral, c'est bien de le dire dans le texte off, mais vous voyez que dans le dialogue, il n'y a pas de dialogue et qu'il suffit qu'un des personnages évoque le fait qu'il y a du Mistral. Il faut toujours privilégier le dialogue des personnages plutôt que le texte off, puisque la bande dessinée, il y a des personnages, ce sont des acteurs, comme au cinéma. Une bande dessinée, c'est comme un film. Moins le film est muet, plus il y a du dialogue, et mieux on se porte en termes de rendu vivant. Sans tomber dans l'excès inverse, donc tu ne m'as jamais transmis une planche toute dessinée en me disant « mais le scénario ». Absolument. Voilà. En fait, c'est le scénario le dessin est au service du texte. Donc voilà la planche dessinée par rapport au tableau que vous venez de voir. Et vous voyez que dans la première case, on a juste mis Toulon à la mi-novembre. Donc ça situe l'endroit et le moment. Et nos deux acteurs qui commencent à cheminer, le grand-père et la journaliste, elle dit quelle belle lumière aujourd'hui. Voilà, donc l'information est passée. Et lui répond, pas étonnant avec ce Mistral. Donc on a dans la case toutes les informations
qui étaient voulus par le scénariste et qui ont été redispatchés entre le texte et le dessin et les dialogues. Donc voilà, si on le met en miroir, voilà ce que ça donne. Au départ, le tableau tel quand il arrive et à la fin, la planche réalisée en ancrage définitif. Alors vous verrez qu'il y a des stades entre les deux. Il y a un stade de crayonné qui permet de faire valider au scénariste ce que le dessinateur imagine par rapport à ce que le scénariste lui a demandé. Et c'est un dialogue permanent entre nous pour arriver à un résultat final. Là, je vous ai mis d'autres exemples de ce scénario, toujours sur le même principe du tableau, avec des informations qui sont livrées par le scénariste au maximum possible. Et en général, quand je vois arriver ça, je l'appelle en lui disant « Non, là, ça ne va pas être possible, parce que là, franchement, il y a beaucoup de textes. Il faut qu'on trouve des solutions pour synthétiser tout ça ou le dispatcher autrement. » Donc voilà une planche par rapport au tableau que vous venez de voir. Voilà, donc ce type d'album permet un certain nombre de choses qui relèvent du domaine de l'historien et du domaine scientifique en termes de transmission de la connaissance. Nous avons essayé de tenir compte des acquis les plus récents de la recherche, donc aussi bien en archéologie, par les historiens, pour essayer de transmettre finalement ces éléments, de ne pas tomber dans certains lieux communs. Et donc là, c'est l'occasion, par exemple, de rappeler l'abri des Sartènes, près du Val, donc au nord de Brignoles, ce qui a été ici mis au jour par des archéologues. Et donc c'est un petit peu l'occasion de faire passer ces messages. Donc passons depuis justement le Haut-Verdon vers peu à peu, nous glissons vers la Méditerranée et pour essayer de mettre un petit peu aussi ces éléments. Donc là, après le Verdon, le colporteur va aller ensuite vers Vidauban. Il aura des informations sur Fréjus. Après Vidauban, il ira au Toronnet. Il aura des informations par un religieux sur l'époque du Moyen-Âge. Puis à Brignoles. À Brignoles, il rencontrera une mercière et surtout une institutrice pour avoir des informations complémentaires. Puis ensuite, de Brignoles, il glissera vers Belgencier, de Belgencier à Hyères. Et puis de Hyères, ensuite, il reviendra donc à Draguignan. Pourquoi à Draguignan? Parce que finalement, le colporteur commence à prendre de l'âge. Il souhaiterait s'installer, il souhaiterait finalement avoir une boutique. Et cette boutique, ça permettrait de s'installer. Il trouvera à Draguignan, à la préfecture, des informations pour pouvoir s'établir. Donc une sorte de circulation du Haut-Var pour la partie méridionale. Donc là aussi, comme pour Olbia, pour hier, on présente aussi des éléments sur Fréjus, pour rappeler aussi l'acquis, les connaissances, en montrant un petit peu ce qui peut rester dans le patrimoine. Bien sûr, les vestiges ici de l'aqueduc pour Fréjus, et rappeler également donc, le port. Donc là aussi, c'est l'occasion de faire passer un petit peu ce que nous connaissons ou nos ignorances. Si tu permets, je fais une petite parenthèse. Le scénariste, il demande au dessinateur, en 2 mots, fais-moi une vue aérienne de Fréjus à l'époque. Ça prend 3 secondes, mais j'aime autant vous dire que la réalisation graphique, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, aussi bien pour le scénariste que le dessinateur, dans la répartition du temps en fonction des délais qui nous sont accordés. Parce que, évidemment, ça fait un certain travail. Ici également d'être le plus précis possible sur cette vue qui est dans une planche. C'est simplement une case dans une planche. D'essayer d'être le plus fidèle possible. Nous sommes là au XIIIe siècle. Le cheval ne tire pas une charrue, mais c'est l'arrière. Et il a un collier d'épaule. Nous sommes là non loin du Val. Et si vous allez dans ce lieu qui n'est pas du tout de fantaisie, mais vous verrez qu'il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a plus de feuillus, ce sont des résineux. Et donc là aussi, anachronique aurait été de placer des résineux à l'arrière-plan. Donc on a essayé là, de tenir compte des connaissances, de faire appel à des collègues, anthropologues, ethnologues et autres, pour essayer de rendre au plus près la réalité. Alors, j'ai intitulé ça « Croiser parfois l'ironie de l'histoire ». Vous allez tout de suite comprendre pourquoi.
En 1720, il y a eu une épidémie de peste en Provence très sévère. Et lorsque j'ai dessiné les cases, les planches de cette épidémie de peste, figurez-vous qu'il y avait une épidémie de Covid-19 en Provence, et qu'à l'époque, en 1720, quand les gens circulaient d'un village à l'autre, parce qu'il y avait des villages qui n'étaient pas touchés par la peste, eh bien, ils ne rentraient pas comme ça dans les villages, et on leur demandait leur bulletin de santé. Et vous, on vous a demandé une attestation dérogatoire. Alors pendant que je dessinais ces planches sur la peste, j'entendais à la radio le professeur Salomon qui égrenait la liste des morts tous les jours, et ça fait quand même un drôle d'effet. En étant aussi attentif pour la scène représentée, de ne pas tomber dans l'imaginaire collectif. On n'a pas ici représenté des rues où circulent de très nombreux rats. La peste de 1720 est une peste sans rats. La puce suffit, la puce du rat, d'accord. Mais dans les relations de peste, il n'est pas fait état de rats. De même, on serait tenté, bien sûr, pour tomber dans le spectaculaire, de représenter des médecins, les fameux corbeaux. Non, non, pas en 1720. On aurait pu, oui, bien sûr, c'est impressionnant. Or, en fait, en 1720, il suffit de regarder les tableaux de Michel Serres pour Marseille, une grande fidélité, il n'y a pas de corbeaux représentés pour cette épidémie, même s'il y a eu l'utilisation de toiles cirées, de gants et autres. Mais donc, on voit aussi la nécessité, la volonté d'être au plus près de la réalité, quitte parfois à avoir des reproches. Ah, vous aurez pu représenter un corbeau. Et non, il n'y en avait pas. Alors justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Gilbert, concernant la documentation, qui doit être la plus rigoureuse possible, puisque vous avez bien compris, ce genre de travail, c'est aussi un travail scientifique, le dessinateur, il a besoin d'une iconographie qui puisse le guider au plus près de ce que l'historien demande, en respectant toutes les contraintes historiques en termes d'habillement, d'environnement, d'architecture, etc. Alors, c'est l'historien, bien sûr, qui assure ce soutien, puisque c'est lui qui est le mieux placé pour faire ceci, afin d'avoir une garantie de fidélité la plus juste possible dans le rendu des dessins. Alors, ce n'est pas un travail facile, vous vous en doutez, parce que l'iconographie, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très simple. Elle est parfois difficile à lire et à exploiter lorsqu'elle est très ancienne. Toute l'iconographie du Moyen-Âge a un style particulier qui n'est pas facile à interpréter, à reproduire dans un style réaliste. Le Moyen-Âge, c'est un millénaire, donc voilà. Difficile aussi de picorer dans l'ensemble. Oui, parce qu'en fonction des périodes du Moyen-Âge, les choses sont très différentes. Ou alors la documentation est piégeuse parce qu'elle a été réinterprétée au fil des siècles, déformée, et finalement elle devient fausse. Là, je vous ai mis deux exemples qui sont criants. Vous avez le baptême de Clovis, qui est un tableau fait par un peintre du 19e. Lorsque Clovis a été baptisé, l'environnement, les vêtements, l'architecture, ça n'avait évidemment rien à voir avec tout ceci. Mais lorsque le peintre au 19e reproduit le baptême de Clovis, la rusticité réelle du baptême, c'est pas possible. Il faut quelque chose, il faut une magnificence. Alors évidemment, le dessinateur qui fait aujourd'hui un travail, s'il veut faire quelque chose de rigoureux, il peut pas s'appuyer là-dessus. Ensuite, la deuxième illustration, vous reconnaissez le personnage, Bonaparte, sur le franchissement du col du Grand Saint-Bernard. Pour la petite histoire et la véritable histoire, il a franchi le col du Grand Saint-Bernard à cheval sur une mule. Alors évidemment, pour un empereur, c'est pas très prestigieux. Donc le peintre David, le peintre de l'Empire, le peintre propagandiste de Napoléon, on pourrait dire, a représenté Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard sur un cheval cabré. Et en fait, il y a même 4 tableaux, si je crois de mémoire, Gilbert, 4 tableaux qui représentent 4 chevaux différents, qui était le piquet de Napoléon, de Bonaparte à cette époque. Là où on vous a mis un exemple qui résulte de la recherche pour des costumes du 14e, bon, vous voyez, donc c'est rigoureux pour la représentation. Alors, j'aurais pu dessiner des choses très différentes qui auraient été à l'œil très flatteuses et très sympathiques. Mais notre principe de fonctionnement, c'est de rechercher toujours, d'être au plus près de la vérité historique. Les différentes étapes de réalisation donc, des planches, les dessinateurs commencent
lorsqu'il a reçu ce fameux tableau du scénariste, et qu'on s'est mis d'accord avec le scénariste sur ce qu'on allait réellement représenter, le dessinateur commence par faire un travail qu'on appelle au crayonné, c'est-à-dire qu'il fait des esquisses avec les cases dans leur volume définitif et avec des cases de texte qui sont... les textes sont placés par le dessinateur, non pas pour les textes, mais pour simplement la place qu'ils vont représenter en termes de volume. Parce qu'évidemment, c'est toujours un combat permanent entre le volume pris par le texte et le volume laissé au dessin. Quand ce travail est fait, la planche est transmise au scénariste pour les corrections éventuelles et ensuite la validation de ce crayonné. Lorsque ce crayonné est validé, on passe à un ancrage, ce qu'on appelle un ancrage, parce que c'est fait au noir, à l'encre, qui est un ancrage définitif du dessin. Le crayonné disparaît, et le lettrage provisoire qui était dans les bulles disparaît également. À ce stade, donc ça évidemment c'est validé encore une fois par le scénariste avant d'être envoyé au coloriste. Le dessinateur envoie au coloriste la planche ancrée, définitive, avec toutes les indications de couleur, case par case. Quand je dis indications de couleur, c'est les indications de couleur pour les vêtements, pour l'architecture, pour les paysages, plus les ambiances, la lumière, etc., etc. Avec en parallèle le scénario pour que le coloriste ait une meilleure compréhension du travail sur lequel il va devoir se pencher. Voilà, donc je vous ai mis un exemple sur un autre album qui était l'album de Marseille, ce n'est pas l'album du Var. Lorsque ça a été mis en couleur, la planche revient vers le dessinateur et le scénariste pour des corrections éventuelles et ensuite des validations. Alors ça, c'est une étape qui est importante et qui prend du temps parce que, en fonction des coloristes avec qui on travaille, on a des gens qui sont habitués au domaine de l'histoire et qui comprennent assez vite ce qu'on leur demande, et parfois, on n'a pas la disposition de ces coloristes et on est obligé de travailler avec des gens qui sont très différents et qui ne sont pas du tout habitués à cet univers-là. Et ça demande des corrections très, très lourdes quelquefois. Je vous donne un exemple justement pour le Var. On en parlera tout à l'heure. On a dû travailler avec plusieurs coloristes pour finir l'album. Et un studio de mise en couleur, c'est un studio qui est à New Delhi, en Inde. Et j'aime autant vous dire que pour leur faire comprendre à quoi ressemble un paysage de Provence et les codes couleurs pour les vêtements du XIIe siècle, ça a été quelque chose. Là, je vous ai mis des exemples donc, qui sont évidemment à l'album, puisque c'est le Var, l'album du Var. Donc, la première planche qu'on a vue tout à l'heure, sa réalisation en ancrage et sa mise en couleur. Voilà un autre exemple. Voilà. Alors, à ce sujet, je vais laisser Gilbert dire 2 mots. Simplement, là aussi, par souci de précision, pour éviter l'anachronisme, la grosse tour, la tour royale, qui est une des tours qui défend la rade de Toulon, qui a été construite au XVIe siècle, eh bien, en fait, la tour royale était détachée du littoral, détachée du rivage. Aujourd'hui, elle est reliée au rivage. Alors, on a pu nous faire remarquer un petit peu qu'il y avait cette étrangeté, comme si, finalement, nous avions fait une erreur dans la représentation. Non, pas du tout. C'était donc un fort qui était entièrement entouré d'eau et qui, aujourd'hui, a été rattaché au rivage. Donc, là aussi, cette volonté de tenir compte au mieux des réalités. Alors aussi, c'est un reproche qui a pu nous être fait, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a même une semaine ici même, en disant finalement, dans votre album, vous avez négligé la place de la femme. Alors c'est vrai que l'histoire du genre connaît un certain boom dans les universités, en France comme ailleurs, et donc on n'a pas non plus voulu tomber dans ce délice, mais on n'a pas non plus négligé la place de la femme. Nous en avons toute une série, et on a pu en picorer quelques-unes pour montrer qu'il n'y a pas du tout eu la volonté d'exclure donc le genre dans notre représentation. Alors certaines qui sont particulièrement connues, la Reine Jeanne, George Sand ou Flora Tristan, bien sûr, incontournables, mais elles y sont, elles n'ont pas du tout été passées à la trappe.
Puis il y a aussi finalement des anonymes, hein, comme c'est au premier temps, hein, aussi les femmes de marins qui bien ces travailleuses dans les champs pour ramasser les violettes ou bien pour égrener ici des cocons dans les verres à soie. Et puis vous avez aussi pendant la guerre à l'arrière l'importance donc des femmes loin donc du front pour les travaux, mais aussi, bien sûr, pour contenir aussi les familles. Et puis au front, alors là, au front, ça peut vous paraître bizarre, oui, mais c'est la Croix-Rouge, hein, ce sont les infirmières, on ne les voit pas, et pourtant, elles sont présentes. On y reviendra peut-être tout à l'heure de manière un peu plus personnelle. Donc, il n'y a pas du tout eu la volonté d'exclure donc, les femmes dans notre album, loin de là. D'ailleurs, j'ai rassuré la journaliste qui nous interviewait en lui disant « Mais vous savez, je vous confirme, le dessinateur, il adore dessiner les femmes, il attend que le scénariste lui le demande, c'est tout. » La preuve. Oui. Puis bon, finalement, comme le disait Jean-Marie à l'introduction, il y a également pour la réalisation de l'album, parfois on se trouve lié à des contraintes de dernière minute. Nous avions, nous, dans le contrat, l'obligation de remettre notre travail, en gros c'était à l'automne, et à partir du milieu de l'été, autour du 15 août à peu près, on a commencé à dire non, il faut absolument aller plus vite. Les distributeurs ont besoin de l'album au plus vite, il faut que ce soit terminé au début du mois de septembre, ou au mieux, allez, on vous laisse jusqu'au 15 septembre. Donc ça signifie qu'il a fallu qu'on fasse un redécoupage et que les planches finalement du très contemporain soient concentrées et soient donc là laissées davantage de place donc, au texte. Alors qu'on a pu essayer de réduire le texte pour laisser l'importance à l'image. Donc là, il a été obligé, dans l'architecture finale, finalement, de laisser plus de place au texte. Regardez simplement la période de 1918 à 1940, qui est particulièrement ramassé hein, sur cette simple planche, hein, avec donc depuis la fin de la guerre jusqu'au bombardement du littoral. Avec aussi les femmes qui ne sont pas oubliées parmi les manifestantes, parmi les ménagères qui protestent contre les restrictions. Et bon, il y a aussi une autre scène qui est incontournable, même si elle ne plaît pas toujours d'être rappelée. On en a eu la preuve il y a quelques semaines où le rappel du sabordage de la flotte n'était pas vraiment bien vu dans certaines instances. Non, on ne l'a pas pour autant passé sous silence. Oui, juste un mot pour redire ce que je disais tout à l'heure, les contraintes qui sont liées au calendrier et le problème des dates à respecter. Cette modification qui nous est arrivée justement pour la Bolle du Var, c'est le diffuseur. En fait, le diffuseur, c'est le bras commercial de la maison d'édition. Et le diffuseur avait ni plus ni moins que décidé, tout seul, dans son coin, de programmer la sortie de l'album à une date qui n'était pas celle qui était prévue au départ. Et il avait diffusé la date auprès de toutes les librairies et de tout l'événementiel. Donc là, on est coincé. On a été obligé de s'adapter. Alors, lorsque les couleurs des planches ont été validées, le coloriste fait parvenir le fichier informatique des planches en très haute définition à l'éditeur qui, à ce moment-là, lui fait porter par son maquettiste, son studio de maquette, les textes définitifs dans les bulles. Lorsque toutes les planches sont terminées et lettrées, elles sont montées par le maquettiste qui compose l'album en vue de l'impression future. À ce stade, cette maquette est envoyée aux auteurs pour la relecture et des remarques éventuelles, et je peux vous dire, il y en a toujours. Lorsqu'enfin c'est validé par les auteurs, l'éditeur transmet les fichiers définitifs à l'imprimeur, qui imprime alors ce qu'on appelle un album 0, qui va ressembler trait pour trait à ce qui sortira dans le commerce. Cet album 0 est envoyé à l'éditeur et aux auteurs, qui font faire les corrections éventuelles, et il y en a toujours. Puis l'éditeur donne enfin son accord de ce qu'on appelle le bon à tirer, et à ce stade-là, l'imprimeur peut lancer les machines. Alors la problématique de la couverture, elle est primordiale, c'est elle que le lecteur découvre en premier, elle doit accrocher le regard.
accrocher le regard. En fait, disons que contrairement au précédent album, on n'a pas eu ici beaucoup de tâtonnements. On aurait pu éventuellement vous indiquer toute une série des couvertures auxquelles vous avez échappé. Bon, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que finalement, on a assez vite trouvé la couverture permettant de faire le passage donc, du Verdon à la Méditerranée, de la préhistoire à nos jours. Et donc, c'est un petit peu ce qui nous a retenu pour délivrer donc, ce message par le visuel. Et donc, ce qui a donné la représentation. Voilà, juste un mot à propos de la couverture. Donc effectivement, les auteurs ont une idée de couverture, ils veulent l'imposer, et l'éditeur, lui, est coincé entre ce que les auteurs veulent et ce que son département marketing lui dit qu'il faut faire pour que ça se vende bien. Et souvent, c'est pas la même chose. Et donc là, c'est quelquefois des discussions à n'en plus finir, mais pour le Var, on a quand même gagné ce qu'on voulait faire. Alors la mise en place du visuel, c'est ce que disait Gilbert à l'instant, c'est la partie préhistorique, on va dire le Haut-Var, donc la terre, et en bas la mer à travers un débarquement qui est quand même mythique, le débarquement de Provence en 1944. Avec entre les deux, vous le voyez, la présence du colporteur et de son chien, qui est le rappel de ce qu'on appelait les passeurs de mémoire et qui fait une transition entre les deux séquences visuelles. Donc vous remarquerez que dans la conception que j'ai laissée au niveau du dessin, c'est une place vide, blanche entre les séquences. Naturellement, c'est pour laisser ce qu'on appelle la place de la titraille. Alors un titre principal, le Var en grand, parce que quand l'album est placé en vitrine ou en rayon, en librairie, ce que les gens voient quand ils sont à 10 mètres de l'album, c'est juste le Var. Ensuite, les sous-titres, ils les voient après. Mais l'accroche principale, naturellement, c'est le Var. Ça définit le département. Et le sous-titre définit ensuite les deux périodes historiques dont on a parlé, tout en soulignant le caractère à la fois terre et mer du département. Et qui renvoie pour revenir simplement, qui renvoie dans la partie supérieure avec le Verdon, donc qui renvoie aussi aux travaux, aux découvertes, aux aménagements qui sont faits actuellement autour de Quinson et donc entre Var et Alpes d'Haute-Provence. Donc ça rappelle un petit peu cet espace-là. Et puis bien sûr, il y a le débarquement. Là aussi, en fait, à travers ces images, ça rappelle ce que notre but, c'est d'avoir essayé de rappeler ou de faire référence à des personnages connus, emblématiques, incontournables. On a évoqué tout à l'heure Bonaparte, on peut évoquer d'autres personnages qui sont associés à l'histoire du département, mais on a voulu également introduire des figures anonymes le plus possible pour montrer quelques éléments. D'utiliser aussi parfois le dessin pour combler des lacunes iconographiques. Je pense par exemple à la peste qu'a évoqué Jean-Marie à l'instant, où on n'a pas de représentation iconographique pour le Var de la peste. Nous avons quelques textes, des témoignages écrits, oui, mais de représentation, comme Michel Serres pour Marseille, nous n'en avons pas. Quelques dessins personnels, mais cela reste vraiment très limité. Donc on essaie d'apporter aussi des éléments là qui font partie de notre imagination sans que cela soit l'imaginaire. Et nous avons ici également, pour le débarquement de Provence, voulu rappeler un événement très important qui est souvent masqué et qui passe un petit peu au second plan. Quand on pense au débarquement, on pense aux plages de Normandie et puis on tend à laisser un petit peu de côté le débarquement en Provence. Alors nous avons souhaité faire apparaître cet événement majeur pour l'histoire contemporaine, et dans cet événement également, il y a quelques clins d'œil très personnels qui ont été placés. Alors on a essayé de rappeler bien sûr la présence des troupes africaines ou nord-africaines, également le matériel divers composites qu'on aperçoit en mer, mais également il y a, alors là bien sûr une touche très personnelle, mais qui est liée au vécu, à l'histoire même donc d'un des auteurs, c'est notamment Jean-Marie Cuzin, qui dans ce dessin-là, finalement, a aussi quelques rappels très... Oui, je vais en dire un mot, parce qu'effectivement, je dessine beaucoup d'albums, j'ai dessiné à peu près une trentaine d'albums à ce jour. Dans les histoires de département, l'histoire du Var m'était chère pour plusieurs raisons.
indépendamment du fait que j'y habite, j'y ai croisé un certain nombre de gens que je connais ou que j'ai très bien connus, puisque ce sont des gens de ma famille à différentes époques. Sur cette couverture, dans le débarquement de Provence, montant la côte, là, il y a un certain nombre de soldats, de militaires. Parmi eux, il y a un jeune officier d'active, tout jeune, dont on va reparler plus tard. Et puis, à gauche, vous voyez, il y a une ambulance aussi sur la plage, avec 2 ambulancières. Ce jeune officier d'active et une de ces 2 ambulancières ne se connaissent pas. Ils sont dans la première armée, ils ont débarqué tous les 2 à Cavalère, là, sur la plage de Cavalère. Ils ne se connaissent pas, et ils vont se retrouver 6 ans plus tard dans une autre guerre en Indochine, où ils feront connaissance à Saïgon. Et bien, figurez-vous que ce jeune couple, ils se sont plus quittés, et c'était mes parents. Et 2 jours avant ce débarquement de Provence, en juillet 1944, à Signes, sur le plateau de Signes, vous en avez peut-être entendu parler, et vous le retrouverez d'ailleurs dans l'album, il y a des résistants qui ont été attrapés par les Allemands, c'était 2 jours avant le débarquement, et qui ont été fusillés sur le plateau de Signes. Et dans ces 30 ou 34 résistants qui ont été fusillés, l'un d'eux s'appelait François Cusin. C'était mon grand-oncle. Et figurez-vous aussi qu'en 1799, là je remonte un peu plus loin dans le temps, et là Gilbert connaît bien cet épisode puisqu'il a écrit sur cette affaire, qui s'appelait l'affaire Cusin d'ailleurs. En 1799, un patron pêcheur de La Ciotat et son frère, lui s'appelait Antoine et son frère Désiré, Antoine Cusin et Désiré Cusin, ont capturé comme des corsaires un navire anglais, je ne me trompe pas, par temps de Mistral, enfin une belle opération. Ils avaient une embarcation assez petite. Et donc ils ont capturé comme des corsaires et ramené à Toulon une prise de guerre alors que c'était des patrons pêcheurs de La Ciotat. Donc c'est un joli fait d'armes. Et encore un ancêtre. Voilà, je referme la parenthèse, mais pour vous dire que c'est un album qui m'a touché à tout point de vue. Et ces corsaires ou ces pirates pourraient donner lieu aussi à bon nombre d'épisodes assez étonnants. Voilà un petit peu le parcours de cette aventure. Et nous vous remercions pour votre attention. Voilà, avec le colporteur, merci de votre attention.